Bonjour et bienvenue sur cette dernière édition du Forum des médias jeunes 2020. Nous allons, donc bien sûr, vous êtes avec Radio Campus Lorraine, soutenu par la région Grand Est. Nous allons aujourd'hui nous pencher sur les fake news au travers notamment des contre-feux. C'est-à-dire voir comment, une fois qu'une fake news est publiée, elle va être contrée. Alors, le principe du jour, c'est que vous allez être en situation de journaliste d'investigation, de fact-checking, etc., etc. Le principe est assez simple, c'est un mélange entre une murder party et le jeu des 7 erreurs, sachant qu'il n'y a pas eu de mort et qu'il y a plus que 7 erreurs. Dans vos groupes respectifs, mais également vous avez un salon qui vient d'apparaître, qui s'appelle vous avez une catégorie qui vient d'apparaître qui s'appelle le fact-checking, et sur lesquels vous avez normalement accès à un petit salon qui est un salon d'annonces qui s'appelle le fact-checking RCL. Le principe est assez simple. Plutôt que de vous faire vérifier un fait d'actualité qui serait facilement croisable avec des sources médiatiques autres, il s'avère que j'ai créé un complot autour de Radio Campus Lorraine. Donc j'ai réécrit un article qui est truffé de fautes. Ça m'a pas pris énormément de temps pour créer une fake news autour de Radio Campus Lorraine. Et ce que je vous demande justement, c'est de vérifier l'intégralité des informations qui sont publiées dans le texte en question. Si jamais vous l'avez pas dans les catégories, le voilà ici. Je vous l'ai mis dans chaque salon aussi, à la fois en version PDF et donc téléchargeable, mais également aussi en version photo, ce qui veut dire que il est en 2 parties à ce niveau-là. Et vous pouvez aussi y accéder et pouvoir le lire en un seul clic. Vous allez être mis dans 3 groupes. À savoir soit avec Mathieu, soit avec Mathilde, soit avec Margot. Et vous avez plusieurs éléments à votre disposition pour pouvoir vérifier l'intégralité de ces informations. Je les ai testées et elles sont toutes vérifiables. Vous pouvez utiliser la toile et l'internet mondial pour rechercher des informations sur Radio Campus Lorraine et vérifier ce qui pourrait être dit dans le texte. Vous avez la possibilité à un moment donné, au cours de la matinée, il risque d'y avoir quelques documents qui vont fuiter. Vous ne pouvez pas les voir pour le moment parce que j'attends un petit peu avant de déclencher cet événement. Et vous allez aussi avoir des salons vocaux qui vont être à disposition. C'est-à-dire que il sera possible de poser des questions à la fois aux cofondateurs de Radio Campus Lorraine, aux salariés chargés de développement, aux 2 volontaires ou à un syndicat étudiant. Des rôles qui seront interprétés par des personnes qui sont ici présentes d'ores et déjà. Qui veut attaquer, qui a une première fake news dans ce document à débunker? Vous n'avez jamais eu de dette? Non, on s'est jamais retrouvé en difficulté. Alors après, pour de l'investissement, on a pu recourir à des prêts, mais en fait, on n'a jamais eu de dette. On n'a jamais été en menace de fermer la structure. Vous n'avez pas de lien avec les syndicats pour conserver votre neutralité. Oui, c'est vrai, c'est aussi une histoire d'interview aussi. Il y a avec cet endroit-là que vous pouviez le trouver. Bon, j'avance un petit peu. Effectivement, la première fake news, c'est la fake news de date. Création de la radio, effectivement, en août 2012. Là, il y avait de nombreux documents où vous pouviez trouver. Ouais, les fréquences, elles sont pas les bonnes, effectivement. Je crois que le groupe 3 l'avait trouvé quasiment direct. J'ai inversé les fréquences. Il y a un principe, mais là, je vais essayer de vous retrouver le nom. Qui consiste à dire que la construction d'un millefeuille argumentatif est beaucoup plus facile à faire qu'à déconstruire et que l'énergie qui y est dépensée est exponentielle au nombre d'informations non vérifiées que tu mets dedans. Là globalement, pour tout vérifier et pour être bien sûr, parce que une seule source n'est pas suffisante pour vérifier une information,
En général, il faut compter 2 à 3 sources pour qu'une information soit considérée comme vraie, ou en tout cas confirmée. Ça devient extrêmement compliqué. Juste pour terminer et conclure et que vous soyez en pause, il y a eu l'affaire Dupont de Ligonnès, où effectivement à un moment donné, fuite dans la presse, donc avec ce même principe de fuite de documents, etc. Fuite dans la presse, comme quoi Xavier Dupont de Ligonnès, un gars suspecté d'avoir tué toute sa famille et de s'être enfui depuis plus de 10 ans, aurait été arrêté en Écosse. Résultat, les journalistes qui reçoivent tous en même temps cette information cherchent à vérifier cette information, croisent leurs sources. Sauf que l'ensemble des sources remontaient à une seule et même unique source. Et résultat, ils ont publié alors que tout ne reposait que sur une source, a priori officielle, puisque c'était une source policière, mais sauf qu'elle était erronée. Et résultat, tout le chapitrage et toute la publication autour de l'arrestation d'un présumé meurtrier, en fait, tombait d'un seul coup, alors que les médias avaient vérifié auprès de plusieurs personnes différentes, mais qui ne revenaient qu'à une seule et même personne en haut de la pyramide. Pour avoir discuté avec des personnes qui travaillent dans cette partie-là de Google, nous, informaticiens, nous avons appris qu'il est techniquement assez difficile, assez ardu pour les algorithmes chez Google d'apparier une nouvelle affirmation qui sort sur Internet, par exemple un nouvel article, avec une vérification précédemment déjà faite. Donc, cet appariement, qui est fait par des algorithmes, nécessite une bonne compréhension du langage naturel de l'affirmation et du fact-check. Et ce sont des algorithmes qui n'étaient pas parfaits. Et les utilisateurs, en général, attendent de Google une extraordinaire précision parce qu'on a vu qu'au moins pour la fonctionnalité recherche Internet, il est très bon. Et Google s'est pris des tuiles lorsqu'il avait mis en avant les fact-checks, même à côté des résultats des recherches standards sur Google. Du coup, ils l'ont mis dans une toolbox. Donc, vous y avez toujours accès, mais il faut vraiment que vous vouliez le chercher. C'est-à-dire, ça demande plus d'efforts de l'utilisateur et on vous demande de fournir vous-même les mots-clés, ce qui cache pour l'instant l'imperfection des algorithmes. Donc, Google se fait ridiculiser en sortant un fact-check pour une affirmation qui n'était pas vraiment liée. Et un humain avait beaucoup de facilité à voir cela, et pour l'algorithme, c'était moins facile. Donc, quelque part, pour l'instant, Google entretient et finance pas très bien une communauté de fact-checkers mondiale, et ils donnent accès à leur fact-check, mais c'est à vos risques et périls si vous voulez y aller. Il est important de dire qu'ils ont aussi une fonctionnalité qui permet de faire la vérification d'images. Donc ça, c'est un exemple très cocasse où une fausse nouvelle a été diffusée qui disait qu'il y a des requins qui nagent sur l'autoroute au Texas, tellement il y a eu d'inondations. Et en fait, c'est complètement faux. Et là, vous avez la possibilité de faire vérifier par Google des images sur lesquelles vous vous posez une question. Donc, c'est un outil qui existe aujourd'hui. Le niveau de sophistication de la génération de fausses images ou du fait de fausser des images et des vidéos réelles est relativement élevé. Et quand on voit quelque chose de vraiment étrange, il ne faut pas se lancer à la redistribuer parce qu'il y a des faux qui sont vraiment bien faits. Donc, je vais juste mentionner rapidement la différence entre vérification de faits et détection de fausses nouvelles. Il y a une différence fondamentale qui est la vérification de faits suppose une source d'information en background, donc suppose une vérité commune dans laquelle on vérifie. Si vous n'êtes pas d'accord sur une source d'information de référence ou une référentiel commun, il n'est pas possible de faire du fact-checking parce qu'on n'admet rien comme élément de preuve. Si rien ne peut servir de preuve, il ne peut pas y avoir de preuve. En contraste, ce qu'on appelle détection de fausses nouvelles englobe un tas de méthodes et d'algorithmes qui sont souvent des algorithmes d'intelligence artificielle et qui, étant donné un contenu, un article ou une vidéo,
vont réfléchir et vont vous dire écoute, moi je pense à 80% en probabilité que c'est faux. Par contre, ils ne consultent aucune source. Et s'ils ne consultent aucune source, comment ils font? Eh bien, ils regardent certains éléments techniques. Par exemple, si c'est une image, on peut comprendre dans l'image si elle a été modifiée de façon suspecte. Ou alors, on peut trouver que le texte qui est présenté a certaines caractéristiques de langage. Par exemple, un langage émotionnellement très chargé, plein de points d'exclamation, plein de points d'interrogation, qui font penser que celui qui l'a écrit tient absolument à être lu et à impressionner son public plutôt que de le convaincre par la raison. Donc, un ensemble de scénarios de fact-checking qui sont très connus. On se demande quelle est la valeur d'une certaine métrique dans un certain espace, éventuellement dans un certain moment dans le temps. Donc, ce sont des questions, on va dire, statistiques. Par exemple, on peut se demander combien valait le chômage de jeunes en Allemagne en 2018. Ou encore, de façon un peu plus complexe, on peut regarder des motifs de comparaison. Par exemple, on peut se dire quelle est l'évolution du chômage par rapport à la population des jeunes, ou alors quelle est l'évolution dans un pays comparé à un autre, ou dans une année comparée à une autre, etc. Ce genre de fact-check publié par Le Monde, que j'aime bien, partent sur une visualisation très simple à base de carrément surface carrée de couleurs, dans lesquelles on donne des surfaces à différentes grandeurs qui sont en proportion avec leur importance. Donc là, par exemple, on voit que l'État français dispose de 6 700 € par habitant comme budget et l'Union européenne en dispose de 300. Et une fois qu'une telle information est publiée, ça vous permet de mettre en perspective ce qu'on peut attendre de la part de l'État français et ce qu'on peut attendre de la part de l'Union européenne. Pour nous, en tant qu'informaticiens, les leçons que nous avons apprises en travaillant avec des journalistes depuis 5-6 ans, c'est qu'il est très important de se focaliser sur les données qui intéressent les journalistes parce qu'ils ne sont pas intéressés par les informations que tout le monde a déjà. Ça ne va pas conduire à des articles. Et donc, une fois qu'on met ce respect absolu des sources de données qui intéressent les journalistes au premier plan, cela soulève beaucoup de problèmes du point de vue informatique puisque ce sont des données hétérogènes, des données qu'on n'a pas toujours le temps de consolider dans le cadre d'une base très bien soignée parce que les journalistes doivent travailler sous une forte pression du temps et donc il faut quelque chose rapidement et qu'il faut qu'on arrive à leur simplifier l'usage en leur donnant des interfaces faciles pour les requêtes, soit par mots-clés, soit avec des interfaces comme des formulaires où ils peuvent entrer des termes et puis avoir leur réponse. Après vous avoir fait le récit du rôle des fake news dans l'affaire de Jack l'Éventreur, de l'incident de Magny et du Pizzagate, je vais vous faire un bond dans le temps pour revenir à un sujet d'actualité, le Covid-19 forcément. Cette situation inédite de pandémie a donné lieu à une transmission importante de fake news, presque aussi contagieuse que le virus lui-même. On va parler aujourd'hui du documentaire polémique sur la gestion de la crise du Covid-19 en France, Hold Up, Retour sur un chaos. Hold Up, Retour sur un chaos est un film documentaire indépendant, conspirationniste français, sorti le 11 novembre 2020 sur Vimeo. Il a été produit par Pierre Barnessias, Nicolas Reutski et Christophe Cosset. Il met d'abord en avant les controverses autour de la pandémie du Covid-19, telles que l'utilité des masques, du confinement, des traitements et également de l'hydroxychloroquine, pour développer dans une seconde partie la théorie d'un complot mondial qui aurait créé le Covid pour éliminer la moitié de l'humanité et asservir les survivants. Comme je vous l'ai dit, Hold Up est un documentaire indépendant. Ils ont fait le choix de le produire par le biais de crowdfunding, donc de financement participatif. Selon Tristan Mendes France de l'Observatoire du conspirationnisme, les plateformes participatives de financement permettent à des groupuscules marginaux, des militants de clavier, de changer d'échelle dans la toxicité de leurs propos et de leurs paroles. Et en effet, le changement d'échelle a bel et bien eu lieu. Le film a d'abord été financé par une campagne de financement participatif sur Ulule à hauteur de 183 000 €, alors que le but initial était de 20 000 €. Mais 3 mois plus tard, le fondateur de Ulule déclare sur Twitter « Le projet a été pitché le 11 août sur la plateforme et il s'est lancé le 17 août. »
Très vite, on s'est rendu compte qu'il débordait du cadre initial supposé, le pluralisme des voix, des opinions, pour devenir un étendard de thèses complotistes très éloigné de ce que l'on défend sur Ulule. Puis un second financement est lancé à peine quelques jours plus tard sur la plateforme Tipeee. Les dons explosent encore une fois, c'est littéralement un hold-up. Le film sort officiellement le 11 novembre 2020 en vidéo à la demande sur Vimeo, mais supprimé un jour plus tard par la plateforme. Je cite: « Vous ne pouvez pas mettre en ligne des vidéos mettant en scène ou encourageant des actes d'automutilation, prétendant à tort que les catastrophes de grande ampleur sont des canulars et émettant des allégations erronées ou mensongères concernant la sécurité des vaccins. » Dailymotion également choisit de supprimer le film de sa plateforme. Donc l'équipe du film réagit en dénonçant une censure et met le film en libre accès sur la plateforme Odyssey. La suppression de Hold Up a entraîné un véritable effet Streisand, car le film a été vu plus de 2 700 000 fois, c'est énorme. Alors rapidement, l'effet Streisand, c'est un phénomène assez étonnant, c'est un phénomène médiatique au cours duquel la volonté d'empêcher la divulgation d'informations que l'on aimerait garder cachées, qu'il s'agisse de simples rumeurs ou de faits véridiques, déclenche le résultat inverse. Donc par ces efforts, la victime de l'effet Streisand encourage malgré elle l'exposition d'une publication qu'elle souhaite voir ignorée. On va un peu revenir sur ce que pensent les citoyens et les médias de ce documentaire. La critique sur Hold Up est forcément énormément contrastée. Il faut dire que d'un côté, il ravit absolument les conspirationnistes, mais pour de l'autre, c'est une production dangereuse bâtie sur des fake news pour propager des fake news. Mediapart souligne que le document a été salué et abondamment relayé par toute la fachosphère. Également, un journaliste du Figaro déclare: « Le spectaculaire succès du documentaire contesté sur le Covid-19, Hold Up, est l'expression d'un rejet de la pensée unique imposée par l'ordre sanitaire. Cette fronde populaire annonce d'autres insurrections. » Le site web complotiste François soutient également largement le film et lui donne une audience très importante. Il y a aussi des personnalités telles que Sophie Marceau, Carla Bruni, Booba, le gilet jaune Maxime Nicole qui ont partagé ce film sur les réseaux sociaux et qui ont provoqué un petit tollé. Selon le journal Causeur, si le documentaire présente des contre-vérités et défend la thèse d'un complot, il pose aussi des questions cruciales sur la crise sanitaire. Ce documentaire a également donné lieu à plein de critiques de la part d'universitaires. Pour Tristan Mendes France, c'est essentiellement un documentaire complotiste qui explique, pour faire court, qu'il y aurait une sorte de complot des élites mondiales contre le peuple français et les peuples de différents pays. Toute la tonalité du documentaire repose sur un cumul de théories complotistes, majoritairement invalidées, qui cherche à créer une sorte de confusion dans les esprits en cherchant à remettre en cause l'expertise, les paroles d'autorité, le consensus scientifique autour de cette séquence du coronavirus. Selon lui, Hold Up reprend les ingrédients classiques de toutes les productions complotistes qui ont fait surface en ligne ces derniers mois. Et donc ils utilisent pour ça la technique du millefeuille argumentatif qui nécessite un long travail à démonter, alors que dans l'intervalle, la vidéo elle a été vue des millions de fois et elle a eu le temps de générer le doute. Également, ce qui est fourbe et piégeux, c'est que Hold Up mélange les personnalités connues qui, entre guillemets, se font avoir, comme l'ancien ministre Philippe Douste-Blazy et la sociologue Monique Pinson-Charlot. Il mélange ces personnalités avec des complotistes, mais totalement délirants et inconnus au bataillon. Ces premiers, par ailleurs, du coup, se sont totalement désolidarisés du film et ont dénoncé des propos tronqués et instrumentalisés. Hold Up, retour sur un chaos, a rencontré un succès public à sa sortie. Au-delà des complotistes de longue date et de la fachosphère, ça peut peut-être même être vos parents ou votre cousin qui ont cru et partagé ces désinformations. On s'est tous déjà posé des questions suite aux incohérences du gouvernement pendant cette crise. Pour l'historienne Marie Pelletier, ce film cherche à instiller le doute, à utiliser toutes les incohérences et contradictions dans la gestion de la crise sanitaire pour offrir une lecture trompeuse qui serait la preuve que l'on nous ment, et tout en apportant une vérité. En revanche, les médias et les universitaires critiquent quasi unanimement le conspirationnisme de Hold Up, du fait de ses nombreuses fausses informations qu'il contient et de ses conclusions complotistes. Évidemment, plusieurs services de vérification des faits ont entrepris de démystifier les affirmations délayées dans le documentaire. Mais ils affirment que les auteurs du documentaire visent le partage rapide et viral sur Internet, car vérifier son contenu prendrait des heures de travail et de telles publications arriveraient bien trop tard.
par cette méthode du millefeuille argumentatif, ces biais de confirmation et autres manipulations d'interviews tronquées, mais aussi pour leur avis anti-masque et anti-confinement et anti-vaccin, il n'y a pas de doute pour dire que le documentaire Hold Up, Retour sur un chaos a eu un impact extrêmement négatif sur le travail de sensibilisation aux gestes face au Covid-19. Déjà, je voulais remercier tous les intervenants et du coup celle du jour parce que c'était précieux d'avoir des retours d'experts sur le sujet des fake news. Nous, on apporte une expertise plus dans la partie atelier, mais c'est toujours bien d'avoir ce regard et de compléter ce qu'on a pu proposer lors de ces 4 demi-journées. C'est un projet qui est soutenu par la région Grand Est depuis c'est pour cette 2e édition. Il y a une première édition en 2018, si je dis pas de bêtises, qui paraît un peu lointaine puisque ça a réuni 100 personnes à Metz, à l'hôtel de région. Ça paraît complètement impossible aujourd'hui. Cette 2e édition, on voulait absolument faire quelque chose de vachement plus participatif et permettre à tout à chacun de venir parler de thématiques et les fake news. Ça paraissait un enjeu important, surtout en cette période de Covid et où il y a plein de choses qui circulent, il faut faire hyper attention. Donc vous avez été nombreux à participer et ceux qui sont encore là, je vous en remercie. Je pense qu'aujourd'hui, ça a été une journée un peu spéciale. J'ai vu passer un peu. Donc moi, je suis présente de Radio Campus, pas depuis le tout début, et je sais pas tout ce qui a été diffusé comme fausse information sur moi. Mais en tous les cas, je suis assez fière du travail qui a été abattu pour sortir ces deux journées, 4 demi-journées de Forum des médias jeunes. Aurélien et Tom, ils ont été hyper efficaces et assez impressionnants, surtout de devoir tout réadapter parce qu'à la base c'était en présentiel et on a dû très vite prendre la décision d'adapter techniquement cette proposition sur Discord et ça a l'air d'avoir fonctionné correctement, surtout que Discord c'est un outil qui est pas forcément maîtrisé par tout le monde, donc c'était pas simple. Et je pense aussi à tous les volontaires là qui sont encore là et qui ont aidé à animer. C'est une période qui est compliquée pour faire un volontariat en service civique parce que du coup on voit personne, on est à distance et du coup pour se motiver et avancer c'est compliqué. Du coup je suis reconnaissante qu'ils sont encore là et qu'ils soient toujours aussi motivés pour le projet de Radio Campus Lorraine. Moi j'ai presque fini, que ce soit dans les remerciements ou en tout cas je suis assez fière de cette édition et j'espère qu'elle va pouvoir se pérenniser, que ce soit avec des intervenants extérieurs, des personnes qui viennent participer et faire des ateliers parce que c'est important et voilà, donc je suis ravie et je vais arrêter là-dessus.